Alors, on va aborder maintenant un autre exemple. Donc, c'est avec Nada Malou, qui est référente biologiste chez Médecins sans frontières, titulaire d'un doctorat en microbiologie. Elle est spécialisée dans les maladies infectieuses et tropicales. Elle travaille chez MSF, bonsoir, depuis 2012, où elle a mis en place 5 laboratoires de bactériologie de MSF France. Et elle est aujourd'hui responsable clinique du projet ASTAP. À vous la parole, le micro. Un très joli projet. Bonsoir. Merci. Bon, je ne suis pas experte en intelligence artificielle. Ça fait rien, vous êtes bien entouré. Je vais essayer d'illustrer un peu toutes les discussions que les différents... Comme ça ? Oui, ça marche. Ouais, que vous avez soulignées à travers le projet ASTAP. Donc, MSF, ça fait longtemps qu'on travaille sur la problématique de l'antibiorésistance. Aujourd'hui, on sait que c'est l'un des enjeux de santé publique majeurs. On sait que si on continue à ne pas rationaliser l'utilisation des antibiotiques, on va avoir 10 millions de morts par an à partir de 2050, et principalement sur le continent asiatique et africain. Et ce problème de rationalisation de l'utilisation des antibiotiques, il est lié à des problèmes de formation des cliniciens sur l'utilisation des antibiotiques, mais aussi sur le non-accès, à cause d'un non-accès aux tests diagnostiques microbiologiques. Donc la capacité à identifier des bactéries qui causent des infections et tester leur sensibilité aux antibiotiques pour pouvoir permettre aux cliniciens de choisir le meilleur antibiotique. Et en fait, à travers notre expérience à MSF, que ce soit avec la mise en place de laboratoires de microbiologie MSF ou en supportant des laboratoires privés ou publics dans les différents pays, on s'est rendu compte que faire le test n'était pas la partie la plus compliquée, mais interpréter les tests et utiliser les résultats de la bonne façon, c'était la tâche la plus difficile. Ce test, on l'appelle un antibiogramme. Et moi, j'ai fait plein d'évaluations de laboratoires, surtout au Moyen-Orient, une quarantaine, et c'est toujours le même problème. Vous allez avoir, ils ont accès à des réactifs, des contrôles qualité, mais à la fin, le résultat, il est rendu brut. Il n'y a aucune interprétation. Donc, les antibiogrammes, c'est ce que vous voyez derrière vous. Et la difficulté, c'est que... Ah non, je peux... Non, c'est bon. Et vous voulez regarder l'antibiogramme. Mais la difficulté, c'est qu'on ne peut pas rendre le résultat brut. Il y a plein de règles d'interprétation. Et vous voyez, il y a des formes bizarres de temps en temps. Et ces formes bizarres veulent dire que c'est un mécanisme de résistance spécifique. Et donc, l'idée d'AST App, AST, c'est pour Antimicrobial Susceptibility Testing App, est venue de là. Et en fait, c'était pas du tout un projet réfléchi ou une idée. C'est vraiment venu d'un besoin et d'une urgence médico-opérationnelle. En 2016, au Yémen, à Aden, on avait des patients qui arrivaient blessés et infectés. On sait qu'on est au Moyen-Orient, donc on a des taux de résistance importants. Et donc l'équipe me poussait à ouvrir le labo, pousser. Moi, je ne voulais pas, parce qu'on n'avait pas de microbiologistes sur place et parce qu'on ne pouvait pas envoyer d'expats microbiologistes à cause des conditions de sécurité. Et donc, c'était pour moi urgent d'avoir un outil qui permette d'interpréter ces antibiogrammes pour être sûr qu'on donnait quand même le bon antibiotique à nos patients. Mais dès le début, on était conscient que c'était en attendant de former nos techniciens de laboratoire. Et ça, c'est un élément clé dans la construction d'ASTAP et maintenant comment on veut le déployer sur le terrain, c'est que ça ne remplacera pas l'expertise. Ça nous permet de gagner du temps puisqu'il faut agir aujourd'hui face à l'urgence de l'antibiorésistance, mais on veut aussi pouvoir construire la capacité de nos personnels de laboratoire, mais aussi nos médecins à travers cet outil. Donc, on s'est dit, OK, on va faire un outil d'aide au diagnostic, mais en même temps, on va faire peut-être un outil d'auto-formation, où toutes les règles et toutes les interprétations qui sont faites, ou si vous n'avez pas ça, enfin, vous avez des changements, sensibles devient résistant, vous avez des mécanismes de résistance, mais sans qu'on vous explique ce que c'est. Et là, chaque règle va être expliquée aux techniciens de laboratoire afin qu'ils puissent acquérir ce savoir-là. Je pense que c'est d'autant plus important dans nos contextes, puisqu'on sait que pour bien utiliser ces outils qui utilisent l'IA, il faut que l'utilisateur soit capable d'être critique et de challenger presque l'outil et d'être capable de dire de temps en temps, ah ben, y a un truc bizarre, je vais peut-être pas suivre ce que l'application me dit. Et dans nos contextes, on n'a pas ces ressources humaines. Donc très vite, on a compris que ça ne pouvait pas être aussi simple que ça, juste du diagnostic. C'est du diagnostic et de la formation. Je reviens sur
la discussion sur la digitalisation, ça, je pense que c'est un élément important parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'on pouvait aussi faire de la télémédecine grâce à cet outil et de pouvoir faire un feedback aux utilisateurs. On peut aussi faire du contrôle qualité interne, comme dans n'importe quel laboratoire, au lieu de prendre des échantillons une fois par mois et les tester au hasard et voir si les résultats sont bons. Là, on prendrait notre banque de photos et de façon random, aléatoire, on prend 10% de nos photos et on voit par mois si l'interprétation est bien faite. Et ça nous permet aussi d'identifier les axes de formation et d'intervention pour notre personnel. Aujourd'hui, moi je viens de revenir d'Amman où on vient de mettre en place l'étude d'évaluation des performances. Et quand on a commencé à parler d'évaluer les performances de cette application, on s'est rendu compte on était dans le flou. Il y avait un vide juridique déjà sur le statut de ces outils-là, et puis un vide méthodologique. Donc on s'est dit, moi j'ai travaillé pendant longtemps sur les tests diagnostiques, entre autres les tests rapides, et on s'est dit, il faut qu'on soit aussi dur et intransigeant que pour n'importe quel test diagnostic utilisé en clinique. Donc si on prend l'exemple des tests rapides PALU, c'est des tests qui sont évalué contre un gold standard. Le gold standard, c'est une méthode de référence qui va être par exemple la microscopie ou la PCR. Mais nous, notre gold standard, ça va être le microbiologiste qui va, de façon à l'aveugle, analyser les antibiogrammes et pouvoir faire l'interprétation. Et on va comparer l'interprétation du microbiologiste avec l'interprétation de l'application. Sur les datasets, on sait pas, c'était assez évident pour nous. Pareil, je donne l'exemple du test rapide PALU parce que la plupart des tests rapides ont des performances. Si vous regardez les packages insert, on est à 99% de sensibilité et 99% de spécificité. Parce que ces tests-là sont testés en France avec votre sang et on va mettre du parasite, du plasmodium pour évaluer les performances. Quand on met ces tests-là à l'épreuve des terrains et des malades, on se rend compte qu'on perd en efficacité, parfois on perd 50% d'efficacité. Et pour nous, c'était assez logique que ça soit la même chose avec les datasets. Donc on s'est dit, il faut qu'on constitue des datasets qui représentent les populations qu'on veut soigner. Au Moyen-Orient, c'est les blessés de guerre, avec des bactéries assez spécifiques dans les infections ostéo-articulaires et des taux de résistance aussi qui sont typiques de la région. En Afrique de l'Ouest, ça va être plutôt les enfants malnutris, palus, avec une co-infection bactérienne, où on va avoir plus de salmonelle. Et puis en Afrique de l'Est, avec les patients VIH, où là, on a un panel plus large. Donc, dès le début, c'était évident qu'on ne pouvait pas valider les performances de notre outil sans inclure les populations que nous ciblons. Enfin, c'est vrai que face à ce vide méthodologique et vide juridique, je pense qu'aujourd'hui, MSF, à travers ce projet et ce qu'on a acquis comme expertise, moi aujourd'hui je parle de dataset, j'utilise des mots, je ne savais même pas que ça existait il y a 1 an, et avec l'expertise qu'on a réussi à acquérir à la Fondation, je pense que c'est un momentum où tout le monde est d'accord qu'il faut créer ce cadre, surtout légal. Et donc, en tant qu'MSF, on peut en temps réel participer à la création de ce cadre pour faire valoir la voix des populations qui souvent, dans des tests, arrivent en retard. En fait, la législation est déjà là et ensuite, on essaye d'adapter. Aujourd'hui, c'est le moment et je pense qu'avec les collaborations qu'on commence à avoir, entre autres avec l'OMS et l'International Télécom, essayer de faire partie de focus group avec des universités, des industriels pour pouvoir tous se mettre d'accord sur les benchmarks et comment évaluer et valider ces tests-là pour qu'ils soient utilisés de façon saine pour nos patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup.